Hello les elfes, c'est Sotskin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui on va s'attaquer à un monument du jeu vidéo, la licence Zelda. Aujourd'hui on va se pencher sur pourquoi autant de monde apprécie cette licence et pourquoi tout simplement ça marche autant. J'ai fait mes recherches, j'ai fait du mieux que j'ai pu, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si j'ai pu faire des erreurs. Et puis c'est parti! Déjà, Zelda, comment ça a commencé? Eh bien, la première apparition d'un jeu Zelda s'est fait en 1986 sur la console NES au Japon. C'est un des concepteurs de Nintendo qui s'appelle Shigeru Miyamoto qui est à l'initiative de ce jeu. Nintendo était à la recherche d'une nouvelle licence et Shigeru Miyamoto a proposé le jeu Zelda. En fait, il s'est inspiré de son enfance et de ses explorations dans la forêt quand il partait longtemps et qu'il découvrait des lacs, qu'il construisait des cabanes, chose que je pense la plupart des gens qui regardent cette vidéo ont déjà fait, n'est-ce pas? Et c'est marrant parce que ça m'a immédiatement fait penser à Breath of the Wild. En fait, je trouve que le côté exploration, construction, puis même enfance se retrouve énormément dans ce jeu. Maintenant, nous allons nous pencher sur d'où viennent nos deux protagonistes, nos deux héros, Link et Zelda. Link, qui veut dire lien en anglais, devait être à la base un héros qui traverse le temps. Un héros à la fois futuriste et ancien. Ils ont conservé l'idée, mais en ont fait quelque chose de beaucoup moins significatif qu'à l'origine. Il est inspiré de Peter Pan. J'ai pas tout de suite eu la vision, mais en fait, en y réfléchissant, c'est logique. Peter Pan a des oreilles d'elfe, il est très vert, très enfantin, et finalement, c'est un petit peu tout ce qu'est Link. Et enfin, pour notre chère Zelda, elle est inspirée en réalité d'une personne qui existe. Zelda Fitzgerald, et j'espère que je dis bien son nom de famille, mais je vous avoue que j'ai un peu galéré, qui est en fait une danseuse et romancière. Et c'est là où je trouve ça fun. Les concepteurs, en fait, ont adoré son prénom, l'ont trouvé très très joli, ont adoré la consonance, et ont décidé de nommer leur jeu comme ça. C'est quand même assez drôle. Vous imaginez dans la vie, vous êtes par exemple un petit peu connu, on connaît un peu votre prénom, et des concepteurs de jeux vidéo se disent alors ça, ce serait super comme nom de jeu vidéo. Je trouve ça fun en vrai. Maintenant, nous allons nous pencher sur l'histoire, le speech des jeux Zelda, qui en fait, vous allez voir, fait beaucoup penser à Disney. Le speech basique, très simple et grossifié de Zelda. Zelda est enlevé, Ganondorf le méchant menace Hyrule et Link doit sauver tout le monde. Si on résume et qu'on grossit le trait, c'est plutôt ça. Et bien en fait, ça fait très Disney. Il y a le grand méchant, la princesse et le héros. Le prince charmant, le chevalier, appelez-le comme vous voulez. Et bien entre le fait que Link soit inspiré de Peter Pan, que le speech soit très simple sur la base, ça fait très Disney et Disney nous renvoie directement à l'enfance. Tout comme l'idée d'origine du jeu. Par exemple, faire l'exploration en forêt. En fait, ça nous renvoie tout à des codes nostalgiques et Nintendo est très très fort pour nous renvoyer à la nostalgie et du coup évidemment, qui dit nostalgie, dit une fois qu'on est adulte, envie d'acheter ou d'y jouer. Donner un exemple tout bête, par exemple, si vous jouiez au Pet Shop et que vous revoyez un Pet Shop que vous aviez enfant, que vous adoriez, vous avez forcément envie de le racheter ou du moins ça va vous provoquer une réaction. Et bien Zelda, ça fait un petit peu la même chose finalement, à une moindre échelle, mais c'est le même principe je trouve. Disclaimer, nous ne parlerons pas de la chronologie des jeux dans cette vidéo, tout simplement parce qu'elle est très complexe, qu'il y a énormément de jeux Zelda et que c'est un bordel monumental, punaise. Mais pourquoi pas une prochaine vidéo? Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresserait. Un des points sur lesquels on ne pouvait pas passer à côté aujourd'hui, c'est la musique. Je suis fan de musique, ça me parle énormément et cette partie de la vidéo va être ma préférée. On va parler des masterclass que sont les musiques Zelda. Je suis sûre que même si vous n'avez jamais joué au jeu, vous connaissez Fairy Fountain. Vous connaissez Song of Storm. Et vous connaissez probablement même une des musiques de la vallée Gerudo. Mais bien sûr, vous connaissez surtout la fameuse musique où j'ai juste besoin de faire les premières notes pour que vous reconnaissiez. Tin, 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 nanana. C'est quand même super fort de pouvoir reconnaître une musique aux premières notes avec la quantité de jeux vidéo qui existent et les milliers d'informations qui nous passent par la tête. C'est un vrai défi que de créer des musiques de jeux vidéo parce qu'elle fait partie intégrante de l'univers et également de l'expérience du joueur sur le jeu. Et celui qui est à l'origine de toutes ces masterclass musicales est autre Koji Kondo qui a commencé à composer en 1986 la fameuse musique Tintin. Il n'a pas seulement composé des musiques pour Zelda, il a également
également composé des musiques pour Mario Bros et encore tellement d'autres jeux. Évidemment, je vous cite l'un des premiers compositeurs de musique Zelda, mais à l'heure actuelle, ils sont probablement des centaines, une équipe, un orchestre philharmonique et beaucoup de moyens. Et je voulais pas forcément parler de la musique actuelle de Zelda, même si par exemple les nouvelles de Tears of the Kingdom sont super. Ok, il y en a plein des très cool. Je trouve qu'à l'époque, avec les moyens qu'ils avaient et surtout les idées, c'était fou d'avoir fait des musiques aussi légendaires et ancrées dans l'esprit des gens. Et je pense que le côté féerique et le côté orchestre philharmonique accentuent le fait que tout le monde apprécie ces musiques parce qu'elles sont douces, à la fois puissantes, elles collent à l'histoire et en même temps on arrive à s'identifier et à voyager à travers elles. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un orchestre philharmonique, c'est un grand orchestre classique qui, avec tous ses instruments, peut avoir une possibilité presque infinie de dédoublement au niveau des sons, ce qui fait une ambiance très... je ne saurais pas décrire, mais en tout cas c'est ce qui nous transporte. Et la plupart des jeux vidéo sont faits avec des orchestres philharmoniques. Comme je le disais, la musique est essentielle à l'univers du jeu, mais vous savez, ce qui est essentiel également, le gameplay. Le gameplay qui est donc l'expérience du joueur avec sa manette est pour moi essentiel. Un mauvais gameplay peut totalement gâcher un jeu et vous en dégoûter. Zelda n'a pas toujours été irréprochable sur ses gameplays, je pense par exemple à Skyward Sword qui a été énormément critiqué et a raison je trouve, puisqu'en fait il fallait avoir la manette dans la main et faire comme si c'était l'épée dans le jeu. Sur papier ça paraît être une bonne idée, mais en réalité c'était catastrophique et ça a pas mal desservi au jeu. Moi j'adore, c'est un de mes préférés, l'histoire est cool, les visuels sont superbes, mais vraiment le gameplay, ça c'était pour le côté négatif et pour vous prouver à quel point un gameplay peut gâcher un jeu. Cela dit, Nintendo est quand même très fort et font un gameplay la plupart du temps très intuitif, ce qui permet au jeu d'être joué de par exemple 8 ans jusqu'à 99 ans. Si vous êtes encore en forme et que vous avez déjà joué un peu aux jeux vidéo, vous pouvez jouer jusqu'à très tard. J'ai récemment vu une vidéo d'une personne assez âgée, elle devait avoir dans les 70 ans, qui jouait au Zelda et qui en était complètement fan. Et c'est là la grande force de cette licence, c'est qu'elle touche un public extrêmement large. Rendez-vous compte qu'un enfant, par exemple, de 11 ans, peut jouer avec sa maman qui en a 40. C'est super cool, je trouve. Et il y a très peu de jeux vidéo qui proposent ça. Et c'est ce qui fait que pour moi, cette licence est autant appréciée parce que les parents peuvent y jouer, les grands-parents peuvent y jouer et même les enfants. C'est quand même une prouesse. Combiner ça à la musique, au visuel, à l'histoire et le gameplay, c'est quand même quelque chose qui peut plaire à toute la famille. En gros, vu que Zelda fait appel à nos souvenirs d'enfance, est un univers simple. En fait, Zelda, de par la simplicité de l'histoire, de l'univers accrocheur qui fait rappel à notre enfance et de par son gameplay, touche un public en effet large et c'est sa plus grande force, sa triforce. Et maintenant, parlons du visuel qui est également très important dans le jeu. Nous avons parlé du physique des deux héros, mais parlons un petit peu du jeu. Le jeu se situe dans un univers très naturel, très féerique, où il y a du coup beaucoup de verdure. Quelque chose de très simple qui pourrait ressembler à des forêts en France, par exemple, avec des lacs, des cours d'eau. En fait, c'est à la fois dystopique et à la fois un peu la réalité. En général, Link est toujours accompagné de sa fidèle monture Epona, et en même temps, même si on garde un visuel de base tout comme l'histoire, chaque Zelda a son univers propre. Par exemple, Twilight Princess ne ressemble en aucun cas à Link's Awakening, et par exemple, Breath of the Wild ne ressemble en aucun cas à Skyward Sword. Twilight Princess est celui qui a fait le plus parler pour son visuel, étant donné qu'il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte et mature que les précédents opus, et c'est encore une fois une grande force pour Nintendo de savoir se renouveler dans ses visuels et dans sa direction artistique, puisque par exemple, si vous n'aimez pas le visuel de Majora's Mask, vous pourrez peut-être aimer le visuel de Link's Awakening qui est beaucoup plus chibi, beaucoup plus mignon. Et ça, c'est super smart parce que du coup, il y en a pour tous les goûts, de la même manière qu'il y en a pour tous les âges, pour toutes les personnes. Si vous aimez plutôt un univers chibi, il y aura un jeu qui s'y attache. Et du coup, même si l'histoire ne change que peu parfois, vu que le visuel entier change, suffit à racheter. Bon, vous le sentez venir, alors pourquoi tout le monde aime Zelda? Eh bien en fait, la recette est très simple quand on y pense. La musique, l'histoire, le visuel, le gameplay et le cinquième élément de notre recette est en réalité le héros principal, Link, parce qu'il est muet. Je sais, calmez-vous derrière votre écran, en réalité je sais qu'il est pas vraiment muet, mais c'était pour un petit peu l'entertainment. Bon, en réalité je sais que Link n'est pas muet puisqu'il nous fait des onomatopées comme hi, ha, ho, prout, même dans Breath of the Wild, si vous avez la ref. En fait, Nintendo nous explique qu'il a fait le choix de ne plus parler parce qu'il a tellement de pression sur ses épaules pour Hyrule, etc. et toutes ses responsabilités, qu'il a préféré ne plus dire un mot pour éviter de faire un impair. C'est une explication comme une autre, ma foi. Mais là où c'est intelligent de la part de Nintendo, c'est pas cette explication ou le fait que Link ne parle pas. La vraie stratégie de Nintendo, en réalité, c'est d'avoir fait un héros auquel on peut s'identifier pleinement. Puisque Link fait ce qu'on lui dit, puisque Link parle avec les autres PNJ du jeu, ça devient un petit peu une version jeu vidéo de nous-mêmes. On transpose notre personnalité sur
sur lui et du coup on s'y attache totalement. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire votre avis sur la question pourquoi tout le monde aime Zelda, à rajouter des choses ou à discuter avec moi de ce que je viens de dire. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. C'est ma première vidéo full face cam, donc j'ai essayé de faire de mon mieux, mais je vous avoue que c'est un exercice un petit peu difficile. N'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner, commenter et partager, ça me soutient énormément. Je vous dis à la prochaine les elfes. Tchuss, c'était Solskin.